Ravi de vous retrouver dans ces nouveaux numéros. Semaine en 45 des séjours va s'articuler sur le pacte social et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et aussi dans le Grand Lac. Ces projets, comme vous le savez, des dialogues nationaux portés par la SENCO et l'Église du Christ au Congo et ECC visent à trouver une solution pérenne et pourquoi pas une solution une bonne fois pour toutes dans la crise sécuritaire qui touche la partie orientale de la République démocratique du Congo. Vous le savez aussi que les évêques de la SENCO et l'ECC ont été dans la partie orientale, précisément à Goma, pour rencontrer le rebelle du M23 à AFC, histoire d'échanger, d'apprendre sur leurs revendications et aussi en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous ferons donc le point autour de ces pactes qui divisent à ces jours, puisque le pouvoir en place dit n'est pas mandaté l'Église du Christ au Congo et aussi l'Église catholique pour mener quelconque débat ou pour mener des dialogues autour de cette question. Avec moi dans ces plateaux, Maître Moïse Pika, qui est acteur politique à REP, Union Sacrée de la Nation. Maître, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup, mon frère Ruffin, de m'avoir fait cet honneur pour que je sois parmi les invités de cet après-midi. Je remercie également et je salue mes co-débatteurs avec qui nous allons partager les plateaux. Permettez-moi de saluer tous les peuples congolais, même ceux qui sont à la diaspora. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo qui sont en train de subir jusqu'à l'heure actuelle des actes ignobles de la part des Rwandais et ainsi que de leurs supplétifs du M23 et AFC. Merci beaucoup, Maître Moïse Pika. Et nous aurons aussi un membre de la société civile en la personne de Maître Martin Milolo, qui est Cordon Forum Citoyen. Maître, bienvenue dans ces nouveaux numéros des Semaines en 45. Bonjour Ruffin et bonjour à mes frères qui sont avec moi ici sur le plateau. Je vous remercie pour cette invitation renouvelée parce que nous étions ici la semaine passée et nous sommes encore là aujourd'hui. Je souhaite qu'on passe un moment qui pourra contribuer au retour de la paix dans notre pays, à ce que nous passons un moment extrêmement difficile, pas plus tard que maintenant même. Donc il n'y a même pas une minute. Je viens d'apprendre qu'un artiste a été abattu froidement. Un artiste qui s'appelle Inongo, quelque chose comme ça, a été abattu. Toujours dans la partie orientale. À Goma, dans la ville de Goma. Goma. Maintenant même, dans la ville de Goma, par les soldats rwandais qui sont venus avec les gens de l'AFC M23. Merci beaucoup, Maître Martin Milolo. Et aussi, nous aurons l'honneur de recevoir l'honorable Mike Issem, qui est secrétaire national de l'ECD, dans ces plateaux. Bienvenue, honorable Mike. Comment vous allez? Oui, merci beaucoup, mon très cher frère Ruffin. Merci à mes co-débatteurs de cet après-midi. Je voulais compléter ce que venait de dire Maître. Donc, moi également, je venais d'apprendre cette nouvelle. À cet instant même, pendant que nous étions ici dans le plateau, de l'assassinat brutal, bien sûr, de l'artiste musicien engagé, connu de tous là-bas à l'Est. Il vient d'être abattu dans la ville de Goma par les éléments du M23. Et d'ailleurs, le président Martin Fayulu venait d'ailleurs tout à l'heure de tweeter, où il a demandé qui a tué Delcat Idengo, c'est ça son nom. Et nous avons quelques images qu'on nous a envoyées, paraît-il. Il aurait chanté une chanson contre le M23. Et comme la ville de Goma est occupée par quelques éléments de la RDF, et finalement, c'est pourquoi, c'est la raison même de son assassinat, mais on attend que nous ayons une suite exacte, mais ce sont des informations qui nous ont été
comment envoyé tout à l'heure par nos compatriotes qui sont actuellement dans la ville de Goma. Une fois de plus, je profite de l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à la famille ainsi qu'à tous nos compatriotes de la ville de Goma. Nous sommes ensemble avec vous, nous sommes de cœur avec vous. Il est temps que cette guerre prenne fin. Merci. Merci beaucoup, honorable Mike Issem. Comme vous le savez, le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble a été déjà lancé. Les évêques de la SENCO et de l'ECC ont eu à rencontrer le président de la République et c'est un projet exécuté pour sortir donc la nation congolaise de l'impasse, dans l'impasse sécuritaire qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, entre les affrontements qui se passent entre le FARDC, l'armée loyaliste, et le rebelle M23 AFC soutenu par l'armée rwandaise. Ce projet va donc inclure le parti prenante, notamment l'opposition, le pouvoir en place et aussi le rebelle du M23 et les pays voisins comme annoncé par la SENCO. Maître Moïse Mpika, je commence par vous. Vous le savez très bien que ces projets sont déjà en cours. Comment vous comprenez cette démarche de la SENCO-ECC qui divise aujourd'hui la classe politique et sociale de la République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup mon frère Ruffin pour cette question du pacte social et des démarches qu'avaient déjà commencé les évêques ainsi que l'église ECC. Bien que les autres églises, donc les autres confessions religieuses, sont mises à côté, on ne sait pas pourquoi, mais sinon, la démarche en fait, elle n'est pas mauvaise. Parce que nous sommes tous Congolais, moi également et vous, nous pouvons prendre l'initiative comme l'ont pris les évêques ainsi que les pasteurs de l'ECC, les prêtres, pour entamer des démarches en ce sens-là. Alors, ce qui frise un peu, c'est que dans ces démarches-là, oui, il est vrai que les évêques sont allés voir les M23, mais à l'heure actuelle, ils ne seraient pas propres. Il faut qu'on se le dise, nous sommes Congolais. C'est vrai, il faut que les Congolais se mettent autour d'une table pour parler les problèmes Congo, les problèmes du Congo, afin que nous puissions trouver des solutions durables, parce qu'ici, on n'a pas besoin seulement des solutions. Mais on a besoin plutôt des solutions durables pour que nous ne puissions plus voir ou revoir encore cette affaire de la guerre à l'Est revenir dans les années à venir. Alors, parce que nous avons besoin de solutions durables. Oui, Corneille Nangaa, c'est un Congolais, mais il s'est mis dans une position telle que tous les Congolais les désavouent. Okay. Voilà. C'est ça le problème avec Corneille Nangaa. Et derrière lui, AFC, consort, les M23, d'ailleurs, nous savons tous que ce sont les Rwandais. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à dénoncer que les M23, qui est d'ailleurs une suite logique du CNDP et consort, l'avait aussi dénoncé, Musée Laurent Désiré Kabila, que c'était des Rwandais. Donc, Corneille Nangaa s'est mis dans une position telle que tout le monde, tous les citoyens congolais, tous les compatriotes congolais les désavouent. En ce sens qu'il était président de la commission électorale nationale indépendante. Corneille Nangaa a été payé par l'argent du contribuable congolais pendant qu'il a assumé ces fonctions-là. Tout ce que Corneille Nangaa est aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable congolais. Mais à ce jour, il est incompréhensible que nous puissions voir les mêmes Corneille Nangaa qui a été payé par l'argent du contribuable congolais se tourner contre ses compatriotes. Alors, ce n'est pas parce qu'on a besoin de la paix et que nous devons, c'est vrai, comme je venais de le dire au début, il est vrai que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour parler, pas pour parler les postes, parce que pas très longtemps ici, nous avons vu certains acteurs politiques demander le dialogue. Ce n'est pas mauvais, mais nous avons dit que si le dialogue aurait pour objectif de se partager les postes et les gâteaux au détriment du peuple congolais qui souffre et qui continue à souffrir, ça ne serait pas intéressant. Mais si le dialogue a pour objectif de trouver des solutions durables, ça serait intéressant. Mais le cas de Corneille Nangaa, tel que les évêques sont allés les visiter hier ou avant-hier, j'ai dit, bon, c'est un citoyen congolais qu'on est allé voir, qu'on est allé visiter pour lui parler, lui dire qu'il sait qu'il est en train de faire
n'est pas convenable, n'est pas bon, mais sinon, la position dont il est actuellement est telle que tous les peuples congolais les désavouent. On ne verrait même pas l'importance de sa présence autour de la table où tous les autres Congolais sont en train de pleurer les morts que Corneille Nangaa a causé. On parle de plus de 7000 morts dans le carnage qu'a effectué l'AFC, le M23. Honorable Mike Issem, vous le savez, les évêques ont eu à consulter Corneille Nangaa. Selon les résolutions du sommet de l'EAC et SADC, ils ont pris cette position de dire que la RDC doit négocier avec le parti étatique, non étatique et aussi le M23. C'est ce que l'Église catholique et CC commence à faire. Comment vous comprenez cette démarche? Est-il opportun pour le fils et filles de la République démocratique du Congo? Oui, je commence d'abord par là pour te dire que non, oui, c'est très important d'ailleurs parce qu'aujourd'hui notre pays fait face à un complot international qui l'héros national Patrice Emery Lumumba l'a dit en 60, que le projet des Occidentaux, c'est de balkaniser notre pays. Donc aujourd'hui, le Rwanda, c'est juste un patin qu'on est en train d'utiliser par certaines multinationales, par certaines puissances mondiales, dans le seul but de concrétiser leur plan de la balkanisation. Et voilà pourquoi, au sortir du simulacre électoral de décembre 2023, notre parti SID avait organisé un conseil national extraordinaire au mois de mars de l'année passée, où nous avons analysé la situation politique, sécuritaire, économique de notre pays et nous avons également fait des propositions sous forme de résolutions. Et la résolution 6, nous avons lancé l'appel à nos pères spirituels afin de mettre autour d'une table les fils et les filles du Congo pour voir comment est-ce que nous allons contrer ces plans de la balkanisation. Et pendant ces temps, oui, nous avons tiré la sonnette d'alarme. Et pendant ce temps, nos amis de l'Union sacrée étaient dans la jouissance, étaient en train de voir comment partager le gâteau qu'ils ont volé à l'issue du simulacre électoral. Et d'ailleurs, juste après, le 1er avril 2024, son éminence, que je salue en passant, Fridolin Mbongo, lors de son homélie à l'occasion de la célébration des Pâques, il avait dit ça. Il a dit, pendant que vous querellez ici, pendant que vous disputez ici le poste et tout ça, mais je vous informe. Il a dit, je vous informe que pendant ces temps ici, une partie de notre pays est occupée par les Rwandais. On l'a traité de fou. On l'a traité de politiciens sous soutane. On l'a traité de haineux qui n'aime pas Félix. On a tiré à boulet rouge sur lui. Et le 30 juin 2024, lors de la célébration de notre 64e anniversaire de l'indépendance, le président Louis Martin Fayulu a réitéré encore cet appel-là. Il a demandé à nos pères spirituels, il est temps pour la cohésion nationale. C'est vous, nos pères spirituels, qui avez cette responsabilité. Convoquer dans un plus bref délai un cadre de concertation. Parce qu'on avait déjà vu de loin. L'homme prudent voit le mal de loin et se préserve. C'est ce que nous avons fait. Et quelques temps après, Félix est allé en Hongrie chez Viktor Orban. On lui a posé la question, est-ce que vous êtes d'accord de l'initiative de la cohésion nationale telle qu'elle prônée par Martin Fayulu? Félix, avec arrogance, il a dit non, je ne vois aucune opportunité de la cohésion nationale parce que le pays n'est pas en crise. Les audios, les vidéos sont là. Mais puisque et finalement, ils attendaient que la situation s'aggrave, s'empire aujourd'hui pour pouvoir maintenant se raviser, capituler et accepter que nous mettons tout d'une table. Et finalement, ils commencent encore à poser des conditions. Avant de prendre Maître Martin Milolo, le pouvoir en place désavoue qui n'a pas donné mandat à l'Église catholique. Non, en tout cas, je n'ai pas entendu cela. Patrick Mouyaya, ce n'est pas Félix Tshisekedi. C'est Félix Tshisekedi qui a rencontré nos pères spirituels. Et ils ont eu un entretien d'une heure et demie. Et n'eût été les petits comptes rendus qu'ils avaient fait au sortir de cette audience. Moi et vous, on ne serait pas au courant de ce qui se sont dit en interne. Patrick Mouyaya, en tout cas, il doit éviter avec ces sorties médiatiques ratées. Nous sommes dans une période très sensible où trop de communication tue la communication. Dans un pays sérieux, Patrick Mouyaya serait déjà viré de ses fonctions. Comment tu fais-il que vous passez à la télévision au nom du gouvernement, vous parlez au nom de Félix, alors que Félix n'a pas dit ça. Voilà pourquoi même hier, nos pères spirituels, lorsqu'on les a posé cette question-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit non. Nous, on a déjà discuté avec leur chef. Leur chef, c'est Félix. Donc, c'est à lui de rappeler à l'ordre ces poulains. Donc, il y a maintenant une cacophonie au sein de l'Union sacrée. Lui-même, Félix,
a dit que non, il était très réceptif de la démarche de nos pères spirituels. On l'a consulté parce qu'il fait partie des acteurs en conflit. On l'a consulté comme chef de file de l'Union sacrée. Et après avoir rencontré Félix, ils sont venus chez nous, ils ont rencontré le président Martin Fayoulou. Nous avons présenté notre cahier de charges. Nos amis de l'Union sacrée, ils n'ont pas de cahier de charges. Voilà pourquoi ils sont en train de fuir avant même qu'il y ait des discussions. Avant de prendre Maître Martin Milolo, qu'en est-il du sursaut patriotique au-delà de tout clivage politique? En 30 secondes. Oui, mais nous avons présenté nos propositions à nos pères spirituels. Nous avons dit que nous vous encourageons dans cette démarche parce que nos pères spirituels ont dit au président Martin Fayoulou qu'ils allaient consulter toutes les parties prenantes des discussions, c'est-à-dire tous les acteurs en conflit. Donc, au Congo, voire même à l'extérieur du pays. Et je voulais maintenant chuter pour répondre à mon ami de l'Union sacrée pour lui dire ceci. Quand il dit que je suis pour le dialogue, mais on ne peut pas dialoguer avec tout le monde. Oh, mais ça, on ne doit pas inventer la roue. On l'a vécu en 2002. Bemba était rebelle. Oubero était rebelle. D'ailleurs, ils n'occupaient pas des territoires, mais des provinces entières. Si Kabila, à l'époque, avait cette arrogance, comme M. Félix aujourd'hui, je ne pense pas que le Congo serait réuni aujourd'hui. Les pays seraient balkanisés. Et Etienne Tshisekedi, de reste mémoire, a accepté de se mettre autour d'une table avec les belligérants de l'époque. C'était dans un seul but, de sauver notre pays de la balkanisation. Parce que Bemba était soutenu par les Ougandais, Oubero par des Rwandais. Et derrière ces deux pays-là, ils ont toujours des velléités expansionnistes. Ils voulaient coûte que coûte profiter de nos divergences en interne pour pouvoir concrétiser les plans de la balkanisation. C'est la même chose aujourd'hui avec Nanga. Nanga est soutenu par les Rwandais. Les Rwandais sont des velléités expansionnistes. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle des agresseurs. Mais Nanga, c'est notre frère. Il est comme le belligérant de la fois passée que Kabila a accepté de négocier. Mais le mal, c'est quoi? Si aujourd'hui nous sommes retournés en arrière, c'est parce que nous n'avons pas respecté les engagements que nous avons conclus en 2002. Si on avait respecté les engagements conclus en 2002, qui nous avaient permis de jeter de nouvelles bases pour de nouvelles bases fondées sur une nouvelle constitution. Vous parlez de quel engagement? Les partis républicains que nous avons conclus en 2002, qui nous a produit la constitution, qui voudrait que nous ayons des élections réellement transparentes et impartiales. Malheureusement, juste après ces partis républicains, nous sommes encore retournés dans la même situation, la crise politique. Donc la situation serait différente. La situation avec Jean-Pierre Bemba serait différente avec... Alors, j'ai dit, on avait négocié avec les belligérants ou non. La situation est... Moi, je parle ici des négociations avec les belligérants. Bemba était plus congolais. Après 2006, le pays a été déjà réuni. On ne peut pas parler d'un dialogue inclusif si les acteurs en conflit... Alors que Corneille vient ici pour nous faire reculer encore en arrière. Parce qu'on n'a pas respecté les engagements. On avait déjà avancé. La même crise. Nous avons déjà avancé. Donc la situation est tout à fait différente à l'époque avec Jean-Pierre Bemba, Azares Oubero et aujourd'hui. On vous a déjà ravi la parole. Monseigneur Sikou Melchisedek, évêque de Butembo, qui dit ceci: s'il faut dialoguer, qu'on nous dise avec qui dialoguer, si réellement il y a un Congolais à la tête de M23, qu'ils nous disent pour quelles raisons il doit passer par un pays étranger pour parler avec ses compatriotes. Comment vous comprenez quelle analyse faites-vous de ces propos de Monseigneur Sikou Melchisedek, évêque de Butembo? Merci, Rufin. D'abord, deux petites précisions. Allez-y. C'est que, au-delà de tout ça, ce sont les Congolais qui meurent. Pendant que nous avons le débat sur X, Y, on parle des milliers de morts, des centaines de morts. Et quand on vous dit ces milliers-là, ce ne sont pas des mouches, ce sont des personnes vivantes comme vous et moi. Des êtres humains. Le garçon qu'on vient d'abattre tout à l'heure là. L'artiste. Donc, c'est un être humain qui avait des projets, qui est responsable de sa famille. Donc, nous devons prendre la gravité de la situation. Et donc, que ce soit l'Église, que ce soit la classe politique, que ce soit qui intervient dans ces débats, doit prendre cette dimension-là. Parce que de la manière dont ça se passe à Goma, à Calais, à Masisi, et ainsi de suite, ça peut aussi se passer ici à Kinshasa,
et les dégâts seront les mêmes. Moi, la première chose que je déplore, c'est le perte en vies humaines. Et ici, je voudrais interpeller les politiques. Parce que comme moi, je ne me fie pas au débat. Ils sont tous de la classe, on appelle la classe politique. La classe, elle est une. C'est d'abord des politiques. Exactement. Et quand vous faites la politique, il faut d'abord savoir pourquoi vous faites la politique. On ne fait pas la politique pour soi-même, on fait la politique pour les autres. Et ici, nous sommes devant une menace existentielle. Et donc, moi, je voudrais d'abord que la classe politique puisse mettre d'abord ces choses-là, voilà, il y a eu ceci, qu'ils puissent d'abord les mettre à côté. Ce n'est pas le moment, pour l'instant, de revenir sur qui a raison, qui a tort. Sauvons d'abord le pays. Parce que on parle de... Je vais revenir sur le pacte. Le pacte, c'est au niveau interne. Et je voudrais bien qu'on précise bien le contexte des choses. Exactement. Pourquoi on arrive à ces pactes-là? Parce que moi, lorsqu'il y a eu l'annonce de cette initiative, j'ai dit que j'ai soutenu cette initiative sous réserve. Que ce soit d'abord un processus congolo-congolais. C'est-à-dire, nous allons dans ces processus parce qu'il y a eu deux autres processus qui ont échoué. Le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Et donc, il faut que les Congolais puissent se replier d'abord sur eux-mêmes parce que c'est d'abord eux qui sont les premières victimes dans ces dossiers ici. Parce qu'on voit au niveau extérieur, quand il y a les gens, les acteurs externes qui font un pas, ils font deux pas en arrière. Vous avez aujourd'hui, je salue l'engagement de l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud est en train de se désengager à ce stade. Vous avez vu le sommet qui a eu lieu en Tanzanie et à SADC. Donc c'est un sommet qui a complètement abouti à un échec. Exactement. Parce qu'on ne cite pas l'agresseur et puis on demande aux gens de dialoguer avec... Et donc c'est un échec, ça veut dire qu'au niveau externe, nous sommes laissés à notre propre triste sort. Et donc, ici, souvenez-vous, au niveau du sommet de Luanda, il avait été décidé plusieurs mesures qui n'ont jamais été respectées, les cantonnements, les ceci, ainsi de suite. Ça n'a jamais été respecté. Voilà pourquoi moi j'ai soutenu cette initiative des églises SCC et catholiques, mais que ça puisse être un processus congolo-congolais. Ça veut dire que s'il y a un processus qui vise à blanchir M. Paul Kagame de sa responsabilité en tant qu'agresseur de la République démocratique du Congo dans l'initiative qui est portée par l'Église catholique et l'Église protestante, là, ça pose un problème et on ne pourra pas accompagner un tel processus. Mais si c'est un processus qui vise à mettre les Congolais autour de la table, on devra accompagner ce processus. Mais il y a aussi un volet international. Pour finir, le volet international ne dépend pas de nos pasteurs, de notre Église. Parce qu'ici, il faut qu'il y ait des États qui mettent la pression sur le Rwanda et qui accompagnent le Congo pour que le Rwanda... Le fait aujourd'hui est que le Rwanda a les troupes sur le sol congolais, alors que le Congo n'a aucun soldat sur les troupes étrangères. Mais ça, c'est une parenthèse. Juste pour jeter, bon, j'ai vu que vous avez laissé trop de temps aux politiciens, mais ce n'est pas grave. La question liée à la problématique de Corneille Nangaa. Moi, je voudrais bien que lorsque nous parlons des choses qu'on se situe, quand nous parlons, par exemple, du dialogue, on parle du dialogue sur quelle question spécifique? Parce que nous avons le volet politique, nous avons le volet sécuritaire. Monsieur Corneille Nangaa a donné l'interview à Madame Colette Breckman du journal Le Soir, sur lequel il revient sur les motifs de sa rébellion et de ses revendications. Et là-dedans, quand j'ai compris, je ne comprends absolument rien. Parce qu'il y a un cocktail amalgamé de beaucoup de confusion. Tantôt, il parle de l'accord FCC-Cash. Tantôt, il parle de la dictature que le président Félix a mise en place. Tantôt,
il dit qu'il doit rétablir la vérité des urnes parce que Félix Tshisekedi n'avait pas gagné les élections et que c'est Fayoulou qui les avait gagnées. C'est que on a toujours dit depuis longtemps, mais aujourd'hui quand même il l'a dit. Et il réclame un certain nombre de choses. Là, on ne sait pas lier ses revendications à lui en tant que Corneille Nangaa avec les revendications du M23. Parce que le M23 se bat pourquoi? Il y a des volets. Le M23 dit qu'il y a d'abord un problème de rejet de Tutsis congolais qui sont rejetés, ainsi de suite. Voilà même la raison pour laquelle le Rwanda intervient pour... Oui, le Rwanda intervient sur ce volet-là d'abord pour, soit entre parenthèses, protéger ces Tutsis-là. On ne sait pas qui lui a donné le mandat pour les protéger s'il les reconnaît comme des Congolais. Et puis, deuxièmement, le M23 réclame ce qu'il se serait entendu avec le pouvoir du régime du président Kabila. Ça veut dire les accords de 2013, si je ne m'abuse pas. Non, d'abord 2009 et puis 2013. Et aussi les accords avec l'actuel pouvoir. Vous vous souvenez, le M23 dit qu'ils étaient ici à Kinshasa et qu'il y aurait des choses. Et donc, on ne sait pas comment lier les revendications de Corneille Nangaa en tant qu'AFC et les revendications du M23 en tant qu'un mouvement qui y a un cahier de charges. Donc là, il y a vraiment un problème qu'il faudrait clarifier pour voir comment faire le pont avec les revendications au niveau interne. Parce que les revendications au niveau interne, qu'est-ce qu'on a souvent demandé? On a souvent demandé les réformes institutionnelles. Ça veut dire qu'il faut mettre en place des institutions pour faire confiance. Il y a un problème au niveau de certaines institutions. Vous vous souvenez des nominations au niveau de la Cour constitutionnelle qui n'avaient pas, en tout cas, mis tout le monde d'accord, qui ont fait que le FCC s'est replié sur lui-même et qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu. Il y a maintenant d'autres problèmes qui se sont ajoutés avec le processus de 2023. Vous allez en venir, ajoutant aussi d'autres revendications de 2018. Vous avez eu le même temps là avec le politicien. Donc il faut essayer de, il faut essayer de clarifier tout cela. Mais je suis en disant que la ligne rouge, c'est qu'on ne peut pas amener Kagame dans une position où on doit les suppléer pour les morts qu'il a commis sur notre territoire. C'est un agresseur et il doit être traité en tant que tel. Merci Maître Martin. Maître Moïse, après échange avec Corneille Nangaa à Goma, les évêques de la Senko et CC se sont dit davantage motivés pour travailler. Je cite, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. Comment arrivez-vous à comprendre, là je l'ai dit comme ça, puisque c'est une question de Congolais, pourquoi traiter ou pourquoi dialoguer avec celui qui tue ou qui a tué plus de 7000 Congolais sur les sols congolais? Ok, merci beaucoup pour la question. Comme il s'agit de la démarche des évêques catholiques et les CC, je voudrais un peu rebondir sur un aspect des choses. Allez-y. Que j'avais très mal digéré lorsque mon cher en face disait qu'il y aurait, selon lui, une certaine cacophonie au sein de l'Union sacrée où les évêques consultent le président lui-même, qui est le chef de l'Union sacrée, et que Patrick Mouyaya, par le fait de plusieurs communications, selon l'honorable, ça tue même la communication elle-même. Moi, je réponds pour dire qu'il n'y a pas une cacophonie. C'est-à-dire que les évêques, nous devons d'abord savoir que les évêques, ce sont des Congolais, des compatriotes congolais. Les évêques souffrent également, comme tout le monde, par rapport à la situation qui se passe à l'Est. Alors, parce qu'ils sont pasteurs, ils sont bergers, parce qu'ils dirigent ces brebis-là qui sont aussi massacrés, pas seulement à l'Est, même partout là où il y a un peu de criminalité, ils ont pris la situation à cœur comme tout le monde. Ils se sont dit, mettons-nous ensemble, Église catholique et CC, prenons l'initiative, allons voir les chefs de l'État, présentons-lui l'initiative, n'est-ce pas?
Et puis, consultons aussi certaines couches d'autres acteurs politiques. Ils ont consulté Martin Fayoulou, ils ont consulté, j'espère aussi Moïse Katumbi, le président Moïse Katumbi, et ils continuent leur démarche. Alors, pourquoi lorsque les évêques, nous tout proprios, prennent l'initiative d'eux-mêmes de consulter les uns et les autres, et que cette initiative est louable par tous, même au sein de l'Union sacrée, on dirait qu'il y a une certaine cacophonie. Les ministres, si les ministres disent par exemple qu'ils n'ont pas été mandatés par la République, cela n'est pas une cacophonie. Vous pouvez ou ne pas être mandaté par la République, mais vous entamez une démarche qui plaît à tout le monde. Tout le monde s'adhère dans cette dynamique, dans cette démarche. Mais qui divise le pouvoir en place, il n'y a pas une cacophonie. Mais la démarche qui divise le pouvoir en place, puisque Patrick Mouya l'a si bien dit. Ça, ce n'est pas une division. Si Patrick Mouya a dit que les évêques n'ont pas été mandatés par la République, mais que d'eux-mêmes, ils ont une bonne initiative, une initiative louable par tous, il n'y a pas une cacophonie, il n'y a pas une division. Je reviens par rapport à la question. Allez-y. Alors, je pense que je l'ai dit au début, mon estimé confrère Maître Martin venait de le répéter. Pour dire, parce que j'avais dit à l'honorable, j'avais répondu à l'honorable, pour dire que la situation ici est tout à fait différente. Lui citait, n'est-ce pas, les cas de Jean-Pierre Bemba, Azarias, Roubert et consorts. Moi, je dis qu'ici, la situation est tout à fait différente. Pourquoi? Parce que Mouzé vient. Mouzé amène les rebelles, en fait, les étrangers rwandais, ougandais ou burundais. Mouzé les amène, ils ont pris la possession, n'est-ce pas, du pays. Nous avons vu dans ce pays un chef d'état-major rwandais étranger. OK? Alors, les Congolais se sont mis debout, ensemble avec Mouzé lui-même, lorsqu'il a compris qu'il fallait chasser tous ces gens-là. Mouzé les a chassés, et puis la guerre a commencé. Mais lorsque le président Joseph Kabila vient, il dit, OK, parce que nous sommes tous divisés, chacun dans son coin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réunir tout le monde. Le président Joseph Kabila a amené la réunification. Nous avons eu 1+4, ainsi que la constitution de 2006 qui nous a permis d'aller aux élections. C'est-à-dire qu'ici, les Congolais ont déjà trouvé solution à un problème qui les avait divisés avant la constitution de 2006. Alors que Corneille Nangaa dans sa démarche, avec les mêmes Rwandais, les mêmes étrangers, disons, parce que les Rwandais, comme venaient de le dire les confrères, sont soutenus par les grandes puissances. Les grandes puissances soutiennent les Rwandais la nuit, mais le matin ou les jours, ils font des discours dans le sens de soutenir la RDC. Mais nous savons que ce sont ces grandes puissances-là qui sont derrière les Rwandais, qui activent les moyens financiers. D'ailleurs, c'est les États-Unis d'Amérique et l'Occident, l'Union européenne qui soutiennent les budgets, n'est-ce pas, du Rwanda. La Pologne donne chaque fin du mois 20 millions de dollars au Rwanda pour soutenir également son budget ou son armée. Donc la nuit, ils sont là-bas avec Kagame, mais les jours, ils sont avec nous pour faire des communications, des communiqués. Alors, ici, la situation est tout à fait différente. J'ai dit, comme le confrère l'a dit, si la démarche consulter Corneille Nangaa serait pour blanchir Kagame, ça sera inutile de consulter Corneille Nangaa, de les prendre et de les mettre autour d'une table. En 30 Parce secondes, que consulter, en 30 secondes, je renchéris un peu ce que vous êtes en train de dire. Dialoguer, c'est bien pour l'unité nationale. Mais est-ce que les engagements qui découleront de ces dialogues seront-ils respectés en 30 secondes? C'est ça en fait le problème. Lorsque nous dialoguons, nous disons que le dialogue n'a pas un problème. Nous, Congolais, comme les confrères venaient de dire, c'est un problème congolais. Nous, Congolais, on peut se mettre autour d'une table. Mais nous ne voulons pas voir certains Congolais, certains compatriotes, venir présenter les réclamations des étrangers, notamment des Rwandais, les amener sur la table des négociations pour que, après avoir été d'accord sur les accords, que les étrangers, les Rwandais qui a commis des massacres, qui a tué plus de 10 millions, de 15 millions de Congolais soient blanchis parce qu'ils ont utilisé ou ils vont utiliser Corneille Nangaa. Ils sont en train d'utiliser Corneille Nangaa pour que, sachant que Corneille Nangaa va se retrouver autour d'une table avec les évêques et tous les autres Congolais, c'est-à-dire que les réclamations de Corneille Nangaa, en fait, ça ne sera pas ces réclamations. Lui ne va prendre que les réclamations des Rwandais et les amener autour de la table. Et si nous acceptons les réclamations de Corneille Nangaa, c'est-à-dire automatiquement, comme le confrère l'a dit, nous blanchissons Kagame. C'est là où j'avais dit, Corneille Nangaa, c'est un Congolais, nous sommes d'accord, on peut dialoguer avec lui. Mais il va amener quelle réclamation?
Ok, merci beaucoup Maître Moïse, honorable Mike. Au sortir de ces dialogues ou de ces échanges avec Corneille Nangaa, la Senco ICC communique en disant, je cite, c'était aussi l'occasion de partager avec eux les préoccupations des Congolais sur la balkanisation et l'exploitation illicite de matières premières. Là aussi, nous avons eu des réponses assez rassurantes selon lesquelles ils ne sont pas dans la dynamique de la balkanisation ni dans celle de l'exploitation illicite et ils ont expliqué comment cela se passe. Mais aujourd'hui, nous le savons très bien, Roubaïa qui regorge des minerais. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui démontrent que plus de 15 000 voire 20 000 tonnes de minerais passent au Rwanda pour aller être revendus à des prix un peu plus élevés. Mais aujourd'hui, les M23 FC disent qu'ils ne sont pas là pour des exploitations illicites et non pour la balkanisation. Comment vous comprenez ça? Et ce sont de mêmes gens que la République doit toujours continuer à traiter et le lendemain, nous le retrouvons au poste, aux commandes de la... Oui, merci beaucoup, M. Rifin. Je vous ai très bien compris au lieu de prendre encore du temps. Je voulais vous dire ceci parce que je ne sais pas, je vais répondre à qui, à maître ou bien à l'autre maître. Vous pouvez faire... Mais je vous dirai seulement une chose. Notre pays n'a pas un problème de texte. Le Congo a un problème d'homme. Ce n'est pas la première fois que les Congolais se réunissent autour d'une table pour chercher à résoudre un problème. Comme vous venez de dire tout à l'heure que, est-ce qu'au sortir du dialogue, les recommandations, les résolutions que nous allons prendre, les engagements, seront-ils respectés? C'est ça le problème. L'homme politique congolais est moins sérieux. Je vous dis ceci parce qu'il parle des les contextes n'étaient pas différents. Lorsque nous nous sommes rencontrés en 2002 à Sun City, d'abord ce n'est pas Kabila qui avait appelé les belligérants. Il y avait la médiation internationale. À l'époque, c'était Nelson Mandela. Voilà pourquoi on a même délocalisé la rencontre à Sun City. Lorsque nous nous sommes rencontrés, c'était quoi? On a fait l'analyse minutieuse de la situation politique et sécuritaire de notre pays. Et nous nous sommes mis d'accord. C'est même écrit dans l'exposé des motifs de notre constitution de 2006. Depuis 1960 jusqu'en 2002, notre pays faisait face à des crises politiques récurrentes dont la principale cause était quoi? La crise de légitimité des institutions et de leurs animateurs. Et c'est ce qui a provoqué des guerres à l'Est. Maintenant, notre ennemi, il ne pouvait pas nous attaquer en ce moment-là parce que les Congolais étaient d'abord soudés, malgré la dictature de Mobutu, mais il y avait l'unité nationale. Les Congolais étaient soudés. Et l'ennemi nous a infiltrés en interne. Il a commencé maintenant à voir comment est-ce que les choses évoluent au Congo. Et certains de nos compatriotes naïfs qui pensaient que pour régler leurs différends entre les frères, ils doivent recourir à nos ennemis pour prendre des armes, pour tuer ses frères. Moi, je les appelle des compatriotes, des Congolais naïfs. Je vous annonce, messieurs, la question ouverte. Oui. Après les consultations des parties prenantes de part et d'autre dans ce qui est ces pactes sociaux voulus par la Senco et les CC, quels seront selon vous les aboutissements concrets? Ok, merci beaucoup. Maître Moïse, les aboutissements concrets en une minute, parce que le temps est déjà imparti, je voudrais rebondir à ce qu'a dit mon cher en face, mais le temps ne me permettra peut-être pas. Mais j'avais l'impression que j'avais devant moi un opposant, mais là je suis en train de conclure que je n'ai pas devant moi un opposant, mais plutôt un contestateur. Parce qu'il a plus parlé des contestations qu'a fait Martin Fayulu lors des élections 2018-2023, oubliant qu'en 2018, Martin Fayulu n'a pas fait les élections seul. Il était accompagné des grandes personnalités politiques qui avaient des grands partis politiques avec des grands nombres de membres qui ont voté Martin Fayulu. Ce n'était pas le cas en 2023. Martin Fayulu en 2023 n'avait pas le même nombre de camarades avec lui, il faut qu'on se le dise. Donc, il ne faut pas confondre les choses, mais ce n'est pas là le débat. Allez-y donc à la question, les aboutissements concrets. Ce n'est pas là le débat. C'est pas là le débat. Ici, sur cette table, on n'a pas besoin de l'opposant ou de non-opposant. Non, tu m'as parlé de... On a besoin de parler du pays. Alors,
moi, je suis en train de rassurer au peuple congolais ceci, que à côté de la démarche diplomatique, avant que je ne revienne, à côté de la démarche, nous n'avons pas assez de temps. À côté de la démarche diplomatique, allez-y directement à la question. L'armée congolaise, comme l'a dit mon estimé confrère Martin, est en train de se réorganiser ou s'organiser pour que Goma soit donc reprise par l'armée congolaise. Ça, c'est un de deux. Je suis congolais, je parle en tant que congolais. Avec tout ce que nous avons connu depuis l'arrivée, l'entrée de l'AFDEL, de Mzee Laurent Désiré Kabila en 1997, jusqu'à ce jour, nous ne faisons que perdre nos compatriotes congolais. Ce qui veut dire, parce que trop, c'est trop, moi je pense que nous aussi congolais, nous devons créer des victimes au Rwanda. Parce que si nous ne créons pas des victimes au Rwanda, le Rwanda ne nous respectera pas. À ce stade ici, nous devons aussi pousser le Rwanda à nous respecter. Nous devons pousser le Rwanda à voir les choses autrement. C'est-à-dire que le Rwanda doit savoir que le Congo, c'est un grand pays qui ne se laissera pas faire, qui ne se laissera pas écraser. Le Congo, c'est un grand pays qui ne se laissera pas abattre. Donc, il est aussi temps, 30 ans après, les massacres que le Rwanda a commis en RDC, nous devons faire des victimes au Rwanda pour que le Rwanda nous respecte. Y aura-t-il des aboutissements concrets en 30 secondes puisque là, des aboutissements concrets dépendent de la sérieuxité que nous allons prendre par rapport à cette démarche. Si nous prenons au sérieux la démarche des évêques et de l'ECC et que nous nous mettons autour d'une table et que ce qui sera dit, bien sûr pour l'intérêt du peuple congolais du Congo, parce que nous devons savoir que quiconque sera sur cette table-là, autour des négociations, ne doit pas nous apporter, n'est-ce pas, les cahiers de charges venant de l'étranger, notamment pas du Rwanda. Donc, nous allons aboutir à des fins d'intérêt général, si certainement si nous prenons au sérieux ce que nous faisons. C'est pacte social. Merci beaucoup, Maître Moïse. Honorable Maï Kissem. Oui, je voulais intervenir sur ce que Maître venait de dire ici. Il a dit que non, tous les politiciens ont échoué. Mais moi, je dois lui dire qu'il ne faut pas qu'il puisse mettre dans ce lot des politiciens là, Martin Fayulu, parce que quelle est la responsabilité de Martin Fayulu dans ce qui nous arrive aujourd'hui? C'est l'union sacrée de M. Félix qui ont... Écoutez, monsieur... Martin Fayulu, c'est une déception. Martin Fayulu, c'est pas la Maître Moïse. Reconnaissez, il faut reconnaître. On a établi des responsabilités. C'est pour cette raison qu'on a même proposé que si on ira dans cette discussion, on a même proposé les thèmes. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Il y a des vérités que nous devons dire. Il y a des vérités que vous avez échoué. Vous avez échoué. Il faut reconnaître que vous avez échoué. Dans cette démarche, vous me dérangez. Vous avez parlé, moi je ne vous ai pas dérangé. Les aboutissements, c'est quoi, papa? Parce que nous allons nous rencontrer dans le seul but de faire quoi? De sauver notre pays du danger. Notre cahier des charges. Si nous mettons en œuvre les revendications, les propositions que nous allons apporter, nous, les idées. Parce que quand vous voyez, par exemple, première chose, première proposition, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons d'abord chercher comment recouvrir l'intégrité territoriale. Parce qu'avant tout, c'est d'abord ça. Mais pour recouvrir ça, on va passer par quoi? On doit d'abord chercher comment mettre en place une gouvernance intègre, en réduisant sensiblement les trains de vie des institutions. Ce n'est pas comme Félix pense que non, réduire la taille du gouvernement. Non. Dissoudre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce qu'à ce stade, on ne voit pas l'utilité. Quel est l'apport des députés aujourd'hui? On doit dissoudre les parlements, prendre les émoluments, les frais de fonctionnement, alloués dans ces deux institutions, les consacrer pour les efforts de guerre. Deuxième chose, nous devons l'aboutissement. L'aboutissement également, ça sera quoi? Ça, on doit faire de notre mieux qu'il y ait des crispations du climat politique. On ne peut pas parler de cohésion nationale si certains acteurs politiques coupissent en prison. Qu'est-ce que Jean-Marc Kabounda a fait? Qu'est-ce que Mike Moukeba a fait? Qu'est-ce que Seth Kikoun a fait? Pendant que des voleurs patentés, des voleurs, des détourneurs, ils sont là, ils roulent carrosse. Ils sont protégés par des militaires tribales et politiques de M. Félix. Mais ceux qui défendent le peuple congolais, ils coupissent en prison. Donc on doit d'abord décrisper les climats politiques en faisant en sorte que M. Kabila puisse rentrer, Katoum puisse rentrer, parce qu'actuellement, Kabila est en exil avec Katoumbi. Et si demain, il y aura même un dialogue, je ne pense pas que le dialogue se tiendra à Kinshasa, parce qu'ils ont peur de leur sécurité.
Ils vont choisir un autre pays. est en exil. Je vous dis, il est en exil avec Katumbi. Ils ont fui. Je vous dis, il est en exil. Donc, il y a d'autres compatriotes. Les Franck Diongo, vous prenez comment de Roger, de quoi de Jean-Claude Bouemba, de quoi. Tous ces mondes-là, ils doivent rentrer parce que la cohésion nationale voudrait assez que tous les Congolais se mettent autour d'une table. C'est ça. Donc, il y a des propositions que nous ne pouvons pas donner sur la place publique parce que nous sommes sur un plateau de télévision. On ne peut pas dévoiler toutes les stratégies. Mais je vous donne seulement quelques éléments. Vous dites que Kabila est en exil. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Mais est-ce que le fait de ne pas être là, mais Félix a dit que nos Kabila est avec la être dans le pays, est-ce que vous avez vu la gravité des propos de Félix? Ça n'engage que lui, nous prenons Maître Martin. Allez-y, calmez-vous, allez-y. Calmez-vous, allez-y, calmez-vous. Maître Martin, Maître Moïse, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, Maître Moïse. Merci, Maître Martin, allez-y. Non, vous n'avez pas la parole. Honorable maître, vous n'avez pas la parole. Maître Moïse, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la... Maître Moïse, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole. Ok. Est-ce que parlons le même langage. Bon. Nous devons nous dépasser, mon frère. Vous dites des choses qui n'existent pas. Bon. Merci, mon cher. Je pense que prochainement, essayons d'être un peu plus conciliants parce que on vient parler quand même des vies des gens. On vient parler des vies des Congolais. On ne vient pas parler de ce débat, il est en exil, il n'est pas en exil. On vient de parler de vie des gens, s'il vous plaît. Et donc, on est en train de faire face à une menace existentielle, s'il vous plaît. Moi, je me dis, vous avez posé la question très simple. Quels sont les résultats concrets de ce que nous arrive? Moi, je pense que la première chose à faire est d'abord l'humilité des gens qui sont au pouvoir. C'est ça. Parce que quand vous arrivez au pouvoir, quelle est la mission du pouvoir? C'est d'abord, de protéger. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les gens qui sont dans les Massis, dans les Rutshuru, dans tout ça, est-ce qu'ils sont protégés? On dit, il y a un adage qui dit, à celui à qui on donne plus, on demande aussi plus. Aujourd'hui, on n'est plus dans un débat de ceux qui sont là ont la mission, ont la charge de la nation. Voilà pourquoi nous demandons que nous tous, nous puissions nous unir. Exactement. Pour ne pas dire que non, moi je suis... D'abord, ceux qui sont là, nous les soutenons. Mais les gens qu'on doit soutenir doivent aussi reconnaître qu'ils ont commis des erreurs qui nous ont amenés là où nous sommes. Et donc, ça doit être clair. Merci. La deuxième des choses, pour qu'on ait des résultats concrets, ça veut dire retrouver la cohésion au niveau interne, il faut d'abord qu'on soit... au niveau de l'Église elle-même, qu'on puisse être transparent. Okay. Ça veut dire qu'on doit, en tout cas, ne pas avoir des agendas cachés, parce qu'aujourd'hui, on se demande, ils sont entrés où, ils sont partis par où pour entrer à Goma, tout ça, ainsi de suite. Il faut qu'on soit vraiment transparent dans la communication et ça sera une bonne chose. La deuxième chose, ça demande l'honnêteté au niveau de la classe politique. Mon frère a demandé qu'est-ce que Martin Fayoulou a fait dans ce... Moi, quand je parle de la classe politique, je ne regarde pas les individus. Moi, j'ai parlé ici en termes de pouvoir et d'opposition. On ne dit pas que tout le monde est noir, on ne dit pas aussi que tout le monde est blanc aussi. Parce qu'au niveau de la majorité, il y a aussi des bons éléments. Au niveau de l'opposition, il y a aussi des bons éléments. Dans tous les cas, ce sont tous des Congolais. Voilà pourquoi moi, je ne regarde pas des particularités. Je parle en termes de composantes. Donc voilà pourquoi je demande qu'il y ait l'honnêteté au niveau des acteurs politiques. Ça veut dire, lorsque vous êtes engagé sur quelque chose, soyez d'abord un de bonne foi. Parce que les politiques, parfois, on en a vu de toutes les couleurs. Les politiques peuvent s'engager ici, on vous dit que nous allons... Et la dernière chose, c'est l'intérêt supérieur de la nation. On doit savoir que le Congo ici nous a été légué par nos aïeux. Nous devons aussi le léguer aux autres. On ne doit pas être une génération qui sera responsable de la départition du pays, et ça sera vraiment impitoyable par rapport à la leçon de l'histoire, tout en sachant que nos compatriotes sont en train de mourir chaque seconde.
le temps, la régie me fait donc s'il ne va plus le temps. Merci donc, messieurs, d'avoir assisté ou participé à cette émission, Semaine en 45. Je rappelle, nous avons reçu pour vous, madame, messieurs, Maître Moïse Pika, qui est acteur politique, AREP, Union Sacrée de la Nation. Merci beaucoup, Maître Moïse Pika. C'est moi qui vous remercie pour l'honneur que vous m'avez fait. Nous avons aussi reçu pour vous, Maître Martin Milolo, qui est de la société civile, Forum Citoyen. Merci beaucoup, Merci, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et aussi, nous avons eu l'honneur de recevoir pour la première fois dans Semaine en 45, honorable Mike Issem, qui est secrétaire national des LCD. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Aussi à vous, merci d'avoir suivi Semaine en 45 à ces jours. Nous revenons la semaine prochaine avec une nouvelle thématique et aussi avec un nouveau débat autour de l'élan patriotique et autour de la nation, la République démocratique du Congo. D'ici là, portez-vous bien dans vos demeures.